C'est un Alsacien qui est notre invité cette semaine pour ce tout premier portrait de l'année et consacré à Antoine M. Peu de personnes l'appellent de manière plus germanique. Heim aussi, nous respecterons son souhait de garder la prononciation qu'il a choisie et notamment depuis son installation à Auxerre, la ville dans laquelle il est arrivé le 1er mai 1948 après avoir participé à la Seconde Guerre mondiale à peine majeur. Il a 16 ans lorsqu'il est déporté par les Allemands dans un camp en Saxe et il s'est évadé avant de rejoindre la section FFI de Masevaux. Avec nous, il revient sur cette terrible expérience, mais aussi sur ses doubles racines. Aussi demandons-lui s'il se sent maintenant plus français qu'alsacien. Oh, vous êtes très gentil, mais écoutez voir, voyez-vous, j'étais encore en Alsace pendant 2 mois cette année, où je vous l'ai dit, ma maison familiale. Eh bien, je leur dis, restez ce que vous êtes, restez alsacien. Mais je suis 100% français, mais je veux rester alsacien. Il faut jamais renier ses racines, jamais. Vous voyez, surtout le Haut-Rhin, un des coins de l'Alsace les plus beaux, parce qu'il a hérité de l'influence française. Niederbrück, c'est à 20 km de la Truelle de Belfort, et de la Suisse. Alors qu'à partir de ça, l'Alsace a une influence davantage germanique au point de vue accent alsacien et au point de vue mentalité. Mais je reste 100% alsacien tout en admirant mon beau pays qui est la France, qui est le plus beau pays qui existe au monde. J'ai eu le bonheur d'être allé en Chine, d'aller en Russie, d'aller en Amérique. La France, le plus beau pays qui existe au monde. Au point de vue liberté, au point de vue beauté de paysage et au point de vue mentalité et des lois. Quelle carte postale sonore vous pourriez faire de l'Alsace? Pour vous, lorsque vous pensez à l'Alsace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je prendrais la photo de ma forêt d'Alsace avec une belle petite Alsacienne en tenue folklorique devant. C'est le plus beau paysage que je peux avoir. Et les bois en particulier, parce que vous aimiez y traîner lorsque vous étiez petit? Les bois, oui, parce que je dis, 7-8 ans, je partais tout seul dans la forêt. Ma maman, qui était veuve, elle n'arrivait pas à le comprendre, elle tremblait. Mais je partais carrément 3-4 heures dans la montagne, quand il y avait des orages monstres, et je revenais, je chantais. Je ne sais pas siffler, mes frères fichaient de moi parce que je savais pas siffler, mais je dis pourquoi que je cherchais à siffler? J'aime chanter, je chantais. Encore maintenant, quand je suis dans la montagne, il y a 85 ans, je chante tout seul. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de votre pays parfois? Réellement pas grand-chose. Le Kuklupf. Le Kuklupf, ça j'aime beaucoup. C'est une pâte. Ma maman faisait pour les jours de fête, pour Noël, pour Pentecôte et le 15 août. Elle faisait sur 2 ou 3 Kuklupf. C'est une pâte qu'elle elle travaillait à la main. On met des raisins secs dedans, un moule spécial en hauteur. Et c'est délicieux, ça se conserve facilement 8 à 10 jours. Et les pretzels, faut le reconnaître. Parce que même là, j'achète des petites pretzels, mais elles valent pas celles de l'Alsace. Mais ça me manque. Et notre invité toute cette semaine est un jeune homme qui a fêté ses 85 ans. Le mois dernier, c'est Antoine M. qui est né en Alsace le 7 décembre 1927. Il est arrivé à Auxerre en mai 48. Il a côtoyé Jean Moreau, le général de Gaulle ou plus récemment encore l'actuel maire d'Auxerre, Guy Ferrez. Antoine M. qui vous a reçu chez lui, Johan, pour nous raconter sa riche histoire. Et pourtant une histoire avec beaucoup de jours sombres puisque sa jeunesse a été profondément marquée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale et cette déportation qui l'emmenait au camp de Radberg alors qu'il avait 16 ans, laissant derrière lui sa famille et surtout son innocence. Aujourd'hui installé à Auxerre où il reste connu pour ses activités commerçantes, bien qu'il soit retraité aujourd'hui, Antoine M se souvient avec nous de son parcours de vie mais aussi de ce conflit mondial auquel il a participé, mais cela bien malgré lui. Mais j'étais entraîné malgré moi, comme je m'étais évadé. Je n'avais pas le choix, comme a dit la voisine, si t'attrapes, il te tue. Et donc, après, je suis parti voir ma sœur, mais je pensais pas du tout faire la guerre. Je pensais aller chez ma sœur et revenir. Et je ne savais pas ce que j'aurais fait, parce que vous savez, quand on a pas 17 ans, on a 16 ans, on est un pauvre quand même. On a un cran clapé, mais ça s'arrête là. Et j'étais entraîné malgré moi. Mais je l'ai pris immédiatement au goût parce que, comme disait toujours ma maman, quand tu fais quelque chose, il faut le faire comme il faut. Et j'ai pris goût, j'étais donc un éclaireur pour les missions les plus dangereuses. Je peux vous montrer des dizaines de certificats de mes supérieurs qui m'ont dit que j'étais toujours volontaire pour les missions dangereuses. Mais jamais enclin à vouloir tuer.
Je ne peux pas tuer. Je ne peux pas tuer, ça c'est plus fort que moi. D'ailleurs, maintenant encore, je ne peux pas voir une goutte de sang. Est-ce que c'est le cauchemar, quand je me suis évadé, d'avoir vu ces centaines de morts qui pendaient dans les charpentes suite au bombardement américain ou pas, que j'ai vu couler le sang, je n'en sais rien. Mais encore maintenant, à 85 ans, cette image me passe par-ci, par-là, devant mon esprit, et je suis toujours horrifié. À peine 17 ans donc à remplir des missions dangereuses, tout en étant armé. Est-ce que vous diriez que cette période, c'est comme une école? On apprend certaines choses, on apprend aussi qui on est, qui on pourrait devenir? C'était un entraînement inconscient presque, voyez-vous. Et inconscient, et je ne garde pas un bon souvenir, bien qu'en vieillissant, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait en partie. J'étais très volontaire, mais avec une certaine inconscience. Et par obligation, parce que sinon j'aurais passé, comme on dit vulgairement, à la casserole. S'il y avait quelques images qui devraient vous rester en mémoire, qu'est-ce que ce serait? Oh, faut pas m'en parler. Parce que voyez-vous, nous sommes partis à Plaine d'Alsace, l'occupation en Allemagne, et malheureusement, l'image la plus triste que j'ai, c'est pas les soldats allemands qui ont fait des mauvaises choses, parce qu'ils n'avaient plus le temps, ils partent en débâcle. Mais certains de nos camarades français ont fait des choses qui n'étaient pas bien belles quand même. Surtout les hommes mariés. Ça, c'est certainement un plus mauvais souvenir. Vous pensiez que vous pourriez, à l'époque, continuer dans cette carrière militaire, ou est-ce que, comme beaucoup, vous attendiez de pouvoir retourner à la vie civile? Oh là, il n'est pas question que je reste à l'armée. Par contre, j'avais peur de retourner dans le civil parce que je n'avais pas d'instruction. Certes, j'ai obtenu mon CAP de 10 ans à 16 ans et demi, mais une fois que j'avais goûté à une certaine liberté d'expression et de ma personnalité, retourner dans mon petit village était pour moi comme un cauchemar. Auxerrois d'adoption depuis plus de 60 ans maintenant, une ville qu'il a fini par adopter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à travers un parcours extraordinaire que vous retracez à ses côtés, hein, Johan. Oui, extraordinaire, parce que semé de rencontres avec quelques personnages qui ont eux aussi marqué la vie et la ville d'Auxerre, mais extraordinaire car on cherche encore à imaginer comment ce charmant monsieur qui a fêté ses 85 printemps le mois dernier a survécu à l'atmosphère violente d'un conflit mondial et notamment sur ces terres d'Alsace, terre dont il est originaire. À l'âge de 16 ans, après avoir échappé à des soldats allemands qui l'emmenaient au camp de Radberg, il rejoint les forces françaises de l'intérieur et Colt 45 à la ceinture, il a participé à des missions particulièrement dangereuses qui ont laissé des images, des marques dans l'esprit de notre invité et sur lesquelles il peine à s'attarder. Nous respecterons bien évidemment son silence. Malgré ces années d'occupation et de combat, Antoine M est resté au sein de l'armée à la fin de la guerre, mais pas tant pour ses qualités de soldat que ses qualités d'interprète, et cela avant qu'il soit envoyé à Auxerre. Non, j'ai eu un avantage immense parce que je parle un allemand parfait comme interprète, et le général de Montsapert, qui avait 4 étoiles, qui était le responsable de l'ensemble de la zone d'occupation française en Allemagne. Il est parti en août 45 comme général 5 étoiles. Ma personnalité a éclaté parce que le général était pour moi comme si c'était mon père. Mais après, j'ai été dans l'armée par la force des choses. Et même au bout de 3 ans, je voulais quitter l'armée pour rentrer dans les eaux et forêts comme garde forestier. Mais comme je savais pas écrire et parlais très mal le français, j'ai eu peur et on m'avait proposé à l'école. J'ai pistonné par l'armée, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais un trouillard à ce moment-là. Vous êtes arrivé à Auxerre le 1er mai 1948. Pourquoi Auxerre ? Auxerre fait partie de ma région militaire. On a pris les cadres, les officiers, sous-officiers du 23e régiment d'infanterie dont je faisais partie, qui était donc à Strasbourg. On a pris en même temps les cadres de la caserne de Mussich, voyez-vous, et un reliquat officier, sous-officier qui était au camp de Champoulin, ici à Auxerre. Et on a créé le 4e bataillon d'infanterie que Jean Moreau voulait à tout prix mettre, parce qu'avant la guerre, c'était le 4e régiment d'infanterie. Et c'est ainsi, je n'avais pas le choix, je suis été signé, bien qu'on m'a même d'abord fait passer ayant les oreillons alors que je ne les avais pas. Pendant 1 mois, on m'a mis en observation pour jouer au tarot avec le commandant et avec le capitaine, mais malheureusement, mon commandant
a été nommé lieutenant-colonel et le nouveau commandant a dit M est célibataire, il faut qu'il parte. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Auxerre, mais pas de gaieté de cœur du tout, parce que dans ma mentalité, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez, j'aurais resté dans mon Alsace. À propos de Jean Moreau, vous êtes retrouvé face à lui, à Auxerre ? Quand il m'a reçu à la mairie d'Auxerre, vu le différend qu'il y avait quand nos braves soldats sont fait insulter comme sale boche. D'ailleurs, moi, le premier, quand je suis arrivé dans le premier bal à Auxerre, un mois après que j'étais là, parce que j'étais en deuil de ma maman. En ce moment, on gardait le deuil pendant 2 ans. Elle est morte le 28 février 47. Donc, mon camarade Philippi m'a dit, viens, tu vas devenir neurasthénique, tu vas aller au bal. On arrive au bal à Casino, et il y avait 4 jeunes filles, la première table qui est occupée par 4 jeunes filles. Et au bout d'un moment, j'entends une des jeunes filles qui a dit « Je te dis que c'est des boches ». Et j'ai dit à Philippi, ben celle-là, je vais lui montrer comme un boche a du savoir-vivre. Et je suis allé vers elle, je me suis incliné et j'ai dit « Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi ?» Philippi s'est mis à l'autre bout de la salle pour observer le manège. J'ai dansé avec elle et c'est comme ça, voyez-vous, que je me suis trouvé à Auxerre et me trouver en même temps marié à Auxerre. Pour son métier, effectivement, ce commerçant renommé d'une gentillesse exemplaire partait à la recherche du client. Voilà ce que j'appelle une façon plus qu'efficace pour cet Alsacien d'origine de se familiariser avec les terres iconaises et ses habitants, notamment les plus célèbres. Né le 7 décembre 1927, Antoine M a survécu à la guerre, mais aussi en prenant les armes alors qu'il avait à peine 18 ans. Et puisqu'il appartenait à la même région militaire que la ville d'Auxerre, il fut amené à poser ses bagages ici et se tourner par la suite vers le commerce, mais de manière totalement fortuite. Aussi, par quel chemin hasardeux ou quelle coïncidence, notre invité a fini par suivre cette voie-là. Voici sa réponse. Le commerce, pour moi, voyez-vous, ma grand-mère disait toujours « mes enfants », même quand on n'a rien dans la vie, les commerçants, les épiciers, il en faut toujours, on ne meurt pas de faim. Alors, comme je sortais de la guerre 4 ans d'occupation, j'ai dit dans le commerce, je pourrais toujours faire ma petite percée et ça m'a énormément plu parce qu'il y avait une annonce dans le journal Lyon Républicaine qu'on cherchait un directeur adjoint et je me suis présenté. Je n'ai pas eu la place, mais le candidat qui a eu la place, 15 jours après ça n'allait pas, on est venu me chercher et c'est là que j'ai fait ma montée fulgurante. Comme disait M. Crochot, c'est vous qui avez monté la société et vous aviez le respect et l'estime de l'ensemble des fournisseurs de France. Vous êtes passé directeur commercial. Faire tomber les grossistes de l'alimentation, à l'époque, c'était votre objectif ? Mon métier, c'était automatiquement prendre des épiciers aux grossistes, les grossistes qui travaillaient avec des marges de 15-20%, que sais-je. C'était donc la maison Loyer Pêcheur, ici à Auxerre, Chivert à Valence et en même temps Ammonière à Sens. Et alors nous, on a fait, M. Lévesque, qui est un ancien représentant de commerce qui a créé la société, nous prenions des marges de 5 et 6%. Or, il fallait expliquer ça pendant des heures, et pas des fois 3, 4, 5 fois aller voir le même épicier, pour arriver à l'électricité. Je leur disais, j'avais des promotions, vendez 3 boîtes, payez que 2. Quand je disais ça à mes épiciers, oh, il dit, mais monsieur M, c'est pas la peine, les gens mangeront pas plus pour autant. J'ai dit, mais à certains que je me permettais de dire, je dis, vous allez crever. Vous allez crever, parce que à ce moment-là, on avait un grand concurrent qui était UNA, mais on était beaucoup plus fort qu'UNA, parce qu'UNA avait les gros épiciers, on en avait 39 seulement au Auxerre, et 380 dans l'ensemble du département. Et ils m'ont fait confiance, comme ils disent en parlant de moi, c'est un Alsacien, il est très dur, mais il est juste. Et ça m'a énormément servi, parce que j'avais leur confiance. Et ce métier, vous diriez qu'il vous a permis de découvrir, mais aussi d'apprécier le département de Lyon ? Oh, le département de Lyon, pour moi, est un département merveilleux. Si je veux la comparer avec mon Haut-Rhin, il n'y a pas de comparaison. Mon Haut-Rhin, les maisons sont les unes sur les autres. Les gens sont serrés comme des sardines, parce que là, on a des magnifiques campagnes. Pour moi, c'est un régal. Moi qui suis un homme de la nature, le département de Lyon est magnifique, que ce soit la région de Choigny ou soit la région d'Arcy-sur-Cure, c'est une merveille.
Dernier chapitre de cette semaine des gens d'ici où nous nous tournons une dernière fois sur le parcours de vie incroyable d'Antoine Heim que nous propose de découvrir depuis lundi Johan Kerpédron. En effet, Antoine Heim, notre invité, depuis lundi. Alors, on revient cet après-midi sur ces visages qui ont croisé sa route et qu'il garde en mémoire. Une mémoire particulièrement précise pour ce jeune homme de 85 ans, Johan. Et même fringant jeune homme. Alors je ne dis pas ça pour le flatter, mais tout simplement parce que c'est un personnage qui marque par sa gentillesse, son sens du contact, sa franchise et ses souvenirs. Ceux-là sont très nombreux. Déporté à l'âge de 16 ans, quittant son Alsace natale pour un camp en Allemagne, dont il s'évade pour rejoindre les FFI et participer au combat. Et tout cela avant de rejoindre la ville d'Auxerre en 1948. Se tournant vers le commerce, il s'y épanouit et réussit une belle carrière durant laquelle il aura la chance de croiser de nombreuses personnes connues du public qui connaît, notamment Jean Moreau, l'ancien maire d'Auxerre, ou encore le général de Gaulle, qu'il a croisé près d'une dizaine de fois et pour lequel il voue encore aujourd'hui une grande admiration. Pour le reste, concernant sa vie auxerroise et les personnes qu'il a côtoyées, Antoine Heim reste plus modeste. Je n'ai pas connu beaucoup parce qu'en somme, voyez-vous, Jean Moreau, à son temps-là, voulait m'introduire dans la bourgeoisie d'Auxerre. Et comme je n'avais aucune culture de manière et que les Auxerrois étaient très serrés entre eux, comme disait Jean Moreau, Monsieur M, ils sont en partie tarés, cette surdit des Auxerrois. Ils se marient tous entre cousins germains pour carter leur fortune. Jean Moreau n'était pas d'Auxerre, il est venu comme tout jeune gamin, 5 ou 6 ans à Auxerre. Et la mentalité d'Auxerre était spéciale. Quand on m'a présenté à une famille, son père était docteur, elle m'a dit « Ah, c'est un transplanté ». J'étais donc un transplanté et depuis ce temps-là, j'ai eu froid dans le dos et je reste un transplanté, mais qui adore Auxerre. Et qui adore aussi les Auxerrois, et notamment une femme, une poétesse, Marie-Noël. Marie-Noël, je ne suis pas poète du tout. Mais alors, pas du tout, il ne faut pas me raconter ça. Je suis un naturaliste, je peux rester pendant des heures à regarder un arbre, des feuilles qui bougent, un sapin, les nuages. Je ne suis pas poète du tout. Mais Marie-Noël, c'était une perle. À tout point de vue, finesse intellectuelle, je la connaissais très très bien parce qu'elle venait tous les dimanches presque à la messe de 11h30 à Saint-Eusèbe et comme pour rentrer à la porte, il y a une marche à passer, je lui ai été au moins 10, 15 fois au moins et je lui parlais régulièrement. Je l'admirais énormément, mais personnellement, je ne suis pas poète du tout. Il y a une autre personne, lorsque vous en parlez, vous dites qu'il est comme votre fils, c'est l'actuel maire d'Auxerre, Guy Ferrez. Oh, Monsieur Ferrez, c'est un cas pour moi, voyez-vous, un cas sympathique. Parce que quand j'étais à la SODAC, justement, pendant les vacances, quand il était au lycée Jacques Amyot, je le prenais pour travailler pendant les vacances, pour préparer les commandes. Il venait 2 ou 3 années de suite travailler. C'était un garçon extrêmement consciencieux, sérieux. Il n'avait pas besoin de vérifier derrière lui. Par la suite, je l'ai rencontré quand il était cadre à la sécurité sociale. Aujourd'hui même, voyez-vous, quand il est devenu maire, au moment du défilé du 8 mai à la place de l'Arquebus, il était avec monsieur le préfet. En me voyant, il alla chez monsieur le préfet, il est venu m'embrasser. Et pour moi, les sentiments sont les mêmes. Cet homme est extraordinairement simple. Je l'embrasse comme si c'était mon fils. J'ai plaisir à le rencontrer. Et comme il a dit à mon petit-fils, que j'ai été diplômé comme ancien combattant, on le craignait, mais il était juste. Or, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Mais il est certain que ma vie auxerroise, voyez-vous, depuis le 1er mai 48, est réellement pour moi, je ne veux pas dire un chef-d'œuvre, vu mes origines, vu ma pauvreté, vu mon manque de connaissances. Mais pour moi, Auxerre, c'est réellement la ville où j'aime vivre.